Tout juste 19h à Alger, l'heure de votre journal de 19h et à la une de l'actualité. 2000 morts et plusieurs centaines de blessés à l'est de la Libye. La tempête Daniel s'abat sur le pays. Des scènes de chaos dans des rues englouties par les eaux. Alternance d'extrême chaleur et de pluie torrentielle, les sautes d'humeur du climat en Méditerranée ont marqué l'été 2023. Retour sur ce phénomène dans cette édition. Et le bilan du séisme au Maroc de plus en plus lourd. Le nombre de morts approche des 3000 tandis que les opérations de sauvetage se poursuivent avec de maigres chances de retrouver des survivants. Enfin, tension géopolitique dans le Caucase sur fond d'escalade entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Que se passe-t-il en Asie centrale? Élément de réponse dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une puissante tempête nommée Daniel s'est abattue ce lundi sur l'est de la Libye, faisant un lourd bilan provisoire de 2000 victimes et causant d'importants dégâts matériels. Selon l'agence de presse libyenne officielle, des pluies torrentielles ont balayé les villes de Benghazi, Sousse, El Baïda, El Marj, mais également Derna. Les autorités ont déclaré l'état d'extrême urgence, fermé les écoles, les magasins et imposé un couvre-feu. Le gouvernement d'union nationale libyen a annoncé lundi que toutes les municipalités touchées par les pluies torrentielles et inondations dans l'est du pays étaient des zones sinistrées. Le gouvernement a également annoncé un deuil national de 3 jours. Et à la suite de cette nouvelle catastrophe climatique, l'Algérie a exprimé toute sa compassion et sa solidarité avec le peuple libyen. Le pays a également déclaré être disposé à fournir son aide et son assistance au gouvernement et au peuple afin de contribuer à réduire l'impact de cette catastrophe. Et je vous en parlais en titre, le scénario libyen n'est pas un cas isolé en Méditerranée centrale. Plusieurs pays dont l'Italie, la Turquie, la Grèce ou encore la Bulgarie ont été touchés par une vague de chaleur à laquelle ont succédé des pluies torrentielles. Retour sur ce phénomène climatique dans ce sujet signé Amel Amzian Zitouni. Une mer déchaînée, des vagues qui font la taille d'un mur et des rues complètement inondées. La tempête Daniel s'abat sur l'est de la Méditerranée. Après avoir provoqué des inondations massives en Grèce et en Turquie, le cyclone atteint la Libye et fait au moins 150 morts et une centaine de disparus. D'importants dégâts matériels sont également à déplorer. Sur l'autre rive, cette semaine, la tempête Daniel a provoqué des pluies extrêmement fortes qui ont touché plusieurs régions de la Grèce. La zone montagneuse de Magnésie a reçu des précipitations allant de 600 à 800 mm en seulement 24 heures. Ces quantités de pluie déversées en 3 jours n'ont jamais été enregistrées. Habitations et ponts ont été emportés, routes éventrées, des animaux ont péri noyés et des récoltes dans la plaine fertiles de Thessalie ont été détruites. De même, la Turquie et la Bulgarie ont également été touchées par des inondations et des pluies torrentielles qui ont fait des dizaines de morts. Qualifiée par les experts de phénomène extrême en termes de quantité d'eau tombée, la tempête tropicale Daniel est le seul phénomène actif situé sur le centre de l'Atlantique Nord qui se décale lentement vers l'est. L'équipe de prévision du Centre météorologique régional arabe continue de suivre 24 heures sur 24 les derniers développements de la tempête Daniel dans la Méditerranée centrale. Elle a acquis des caractéristiques tropicales en raison de la grande chaleur de la surface de l'eau de la mer Méditerranée, qui est considérée comme l'étincelle de telles conditions météorologiques, fournissant au système plus d'énergie, en conjonction avec la présence d'une masse d'air froid dans la haute atmosphère.
l'atmosphère. D'après ce centre météorologique, la côte est de la Tunisie pourrait être affectée par les effets indirects de la tempête méditerranéenne sous forme de flux de quelques nuages à différentes altitudes qui pourront être accompagnés de quelques averses de pluie. Selon les experts de ce centre, Daniel continuera probablement à se déplacer vers le nord-ouest de l'Égypte, accompagné d'une nette perte de force et pourrait provoquer des orages sur certaines parties des côtes nord-ouest de l'Égypte pour poursuivre son mouvement dans le bassin oriental de la mer Méditerranée comme un système météorologique normal. D'une catastrophe naturelle à l'autre, le bilan provisoire du séisme qui a frappé le Maroc ne cesse de s'alourdir. 2681 victimes et 2501 blessés sont désormais recensés par le ministère de l'Intérieur marocain. Sur le terrain, les secouristes marocains mènent une course contre la montre pour retrouver d'éventuels survivants et fournir l'assistance à des centaines de sans-abri dont les maisons ont été rasées. Cependant, près de 72 heures après le séisme, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise à la vitesse grand V alors que le gouvernement marocain n'a pour le moment accepté que l'aide proposée par 4 pays parmi plus de 70 qui ont offert leur assistance. Et les secouristes marocains menaient ce lundi une course contre la montre pour tenter de retrouver des survivants et fournir de l'assistance à des centaines de sans-abri dont les maisons ont été rasées. 72 heures après ce séisme, justement, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. Les sans-abri ont besoin de vivres et d'eau, mais également de matériel. C'est un sujet signé de la rédaction NAL24 News. Sous un soleil de plomb et dans un nuage de poussière, les secours s'affairent pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres, à plus de 48 heures après le séisme qui a frappé le Maroc. Une course contre la montre s'enclenche, les secouristes sont à pied d'œuvre. Chaque minute est précieuse. Selon la Croix-Rouge, les 48 prochaines heures seront critiques. Les habitants cherchent eux aussi leurs proches et leurs voisins à leur manière. À l'aide d'une pelle ou à main nue, tous les risques sont à prendre. À la souffrance s'ajoute la peur des répliques. De nombreux habitants continuent de dormir dehors de peur de rentrer chez eux. Dans certaines régions montagneuses, passer une 3e nuit s'annonce difficile, car quand le soleil se couche, il fait à peine 10 degrés. Dans ces zones difficiles d'accès, les aides arrivent au compte-gouttes. Des tentes ont été dressées dans plusieurs villages pour abriter ces sinistrés. Selon l'OMS, plus de 300 000 personnes ont été affectées par la catastrophe. Face à l'ampleur de la destruction, la solidarité s'organise. Nombreux habitants se sont rués dans les hôpitaux pour donner du sang pour les victimes. Et alors que les recherches de disparus se poursuivent, les survivants à ce tremblement de terre, le plus meurtrier que le Maroc ait connu depuis plus de 6 décennies, ont du mal à trouver des vivres, je le disais donc, et un abri. Nous leur avons dit que nous étions 24. Ils ont dit qu'il était impossible de rester dans la même tente. Nous devions en installer une autre. Ils ont dit qu'ils nous en donneraient une de rechange dès qu'elle serait disponible. Voilà donc en ce qui concerne l'épisode des catastrophes naturelles qui ont frappé cette semaine le nord de l'Afrique. L'état et les perspectives du processus de paix parrainé par les Nations Unies au Sahara occidental, ainsi que les moyens de le relancer, d'accélérer le parachèvement de la décolonisation, ont fait l'objet d'entretiens ce lundi à New York entre le président sahraoui Brahim Ghali et le secrétaire général du Front et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et ce dans le cadre du dialogue permanent entre la partie sahraoui et le secrétaire général de l'instance onusienne. Au Gabon, le nouveau Premier ministre placé à la tête du gouvernement de transition a annoncé pour la première fois
un délai de transition après le coup d'État survenu le 30 août et qui a vu le président réélu Ali Bongo renversé à la suite du scrutin. Ce délai pourrait être de 24 mois selon Raymond Danksima, un objectif qu'il a estimé raisonnable avant l'organisation d'élections. Je suis toujours d'avis qu'il faut au départ partir sur une période de l'ordre de 24 mois, qui peut être légèrement inférieur, qui peut être légèrement supérieur, mais pour moi, 24 mois est un objectif raisonnable. L'actualité au Soudan également, le chef des forces armées soudanaises Abdel Fattah al-Burhan en visite ce lundi en Érythrée. Au programme, une rencontre avec le président érythréen afin de discuter de l'avenir des relations bilatérales et de leur renforcement. Une visite qui intervient sur fond d'affrontements au Soudan entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. À noter que sur le terrain, le syndicat des médecins soudanais a annoncé que le bilan de la frappe aérienne qui avait ciblé hier un marché au sud de la capitale Khartoum s'est alourdi quant à lui à 43 morts sur fond d'affrontements meurtriers continus dans plusieurs régions du pays. Entrée de l'Union africaine dans le G20, réunie le week-end dernier en sommet en Inde, un succès diplomatique qui continue de susciter des réactions. Dernière en date, celle du président de l'Union africaine, Azali Assoumani, qui a tenu à célébrer une telle victoire pour le continent, selon ses propos. Je voudrais tout d'abord exprimer à ma grande satisfaction l'admission du G20 a été actée dès l'ouverture du sommet. Son Excellence M. Modi, Premier ministre de l'Inde, et les membres du G20 ont entériné l'adhésion de l'Union africaine au sein de cette grande instance décisionnelle économique. Et puis ouverture ce lundi à Genève de la 54e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, une session au cours de laquelle le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a présenté son rapport annuel. Jusqu'au 13 octobre, le Conseil aura 29 dialogues interactifs avec des représentants, des procédures spéciales, des enquêtes et des mécanismes spécialisés. Volker Turk, justement, est revenu sur un certain nombre de dossiers. Il a appelé à une enquête internationale dans l'affaire de l'explosion du port de Beyrouth. Au Liban, 3 ans après l'explosion du port de Beyrouth qui a fait plus de 200 morts et plus de 7000 blessés, dont plus d'1 millier d'enfants, aucune responsabilité n'a été établie. Au contraire, de nombreuses inquiétudes ont été émises quant à des interférences durant l'enquête. Dans le contexte d'une grave crise économique et sociale et d'une gouvernance déficiente, il est donc peut-être temps d'envisager une mission d'établissement des faits internationale pour examiner les violations des droits humains liées à cette tragédie. Direction l'Asie centrale, la situation dans le Caucase est jalonnée par une montée des tensions, notamment entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Arménie, alliée traditionnelle de la Russie, a annoncé le début de manœuvres militaires avec les États-Unis dans une région marquée par de nombreuses complications géopolitiques et à la haute importance stratégique. C'est un sujet signé Sofiane Baroudi. La situation dans le Caucase est marquée par de sérieuses tensions, notamment aux frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Depuis plusieurs jours, de nombreuses sources médiatiques indiquent le déploiement d'importants contingents militaires des deux côtés de la frontière. Pour rappel, deux conflits ont déjà opposé Bakou à Erevan, le dernier en date en 2020, a permis à l'Azerbaïdjan de reprendre le contrôle sur la région de Nagorno-Karabakh. Depuis lors, le cessez-le-feu est assuré par la présence de troupes russes de maintien de la paix. Néanmoins, des tensions belliqueuses persistent et une crise politique continue, animée notamment par le corridor de Latchine, principale voie d'accès entre le Karabakh et l'Arménie, qui accuse l'Azerbaïdjan de bloquer cette voie névralgique. Dernièrement, Washington s'est dit inquiète de l'aggravation de la situation humanitaire et a appelé à l'ouverture de cette voie d'acheminement. Bakou a pour sa part rejeté ces allégations par la voix du conseiller diplomatique du président Ilham Aliyev, qui a affirmé que les aides humanitaires nécessaires pouvaient être acheminées sans entrave via la route d'Agdam. Pour rappel, plusieurs pourparlers sous médiation européenne et américaine ont eu lieu entre les deux parties, sans toutefois parvenir à un accord définitif permettant une solution diplomatique.
La région caucasienne est au cœur des enjeux géostratégiques et voit la présence active des grands acteurs géopolitiques de l'échiquier mondial. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a exprimé que Téhéran était préoccupé par la situation et œuvrait à faire baisser les tensions. La région azerbaïdjanaise du Nakhitchevan est en frontalière, localisée aux confins entre l'Iran, l'Arménie et la Turquie. Pour sa part, la Turquie, alliée de Bakou, a mis en garde contre toute implication dans un éventuel épisode belliqueux. À ce propos, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a eu un appel téléphonique avec le premier ministre arménien, Nikol Pachinian. Les deux dirigeants ont examiné les relations entre les deux pays, ainsi que la situation régionale. Enfin, l'Arménie, alliée traditionnelle de la Russie, paraît opérer une bascule stratégique. Erevan a annoncé des manœuvres militaires avec les États-Unis du 11 au 20 septembre, dans l'objectif d'optimiser la coordination opérationnelle entre les deux armées, ce qui n'a pas manqué d'irriter Moscou, qui a convoqué l'ambassadeur arménien alors que le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a exprimé que pour son pays, il n'y avait, je cite, rien de bon dans les tentatives d'un pays agressif, membre de l'OTAN, de pénétrer dans le Caucase. Économie à présent, les perspectives de croissance dans la zone euro, une nouvelle fois revues à la baisse. Les prévisions pessimistes sur fond de récession en Allemagne. Quand la locomotive économique de l'Europe va mal, c'est tout le continent qui va mal. Les détails en chiffres avec Mohamed Wali Belchaban. Pour les exercices 2023 et 2024, l'économie de la zone euro devrait connaître une croissance plus lente que prévu. Malgré des signes de reprise, Bruxelles devrait faire face à des vents contraires. Prévisions revues à la baisse pour le vieux continent à respectivement 0,8% et 1,3% en raison des difficultés de l'Allemagne plombée par son industrie. L'économie de l'UE a perdu de son élan depuis le printemps. Les dernières données confirment que l'économie de l'UE a évité la récession l'hiver dernier. Ce n'est pas une mince affaire, étant donné l'ampleur des choses auxquelles nous avons été confrontés. Et cela témoigne également de l'efficacité de notre politique. En plus du ralentissement de l'activité économique dans l'Union européenne au cours du premier semestre 2023, la hausse des prix de la consommation a durement affecté le pouvoir d'achat. La stagnation de la consommation privée montre que les prix élevés des consommateurs pour la plupart des biens et services ont eu des conséquences plus lourdes que prévues, malgré la baisse des prix de l'énergie. Bruxelles table sur un recul du PIB dans la première économie européenne. L'Allemagne se trouve confrontée à des défis majeurs. Plusieurs facteurs contribuent à cette situation. L'économie allemande devrait désormais connaître une contraction de 0,4% en 2023, soit une révision à la baisse significative par rapport au point de croissance projeté dans les prévisions du printemps. La zone euro se prépare à une période de croissance économique pour le moins modérée, en grande partie à cause de facteurs mondiaux et des défis internes. Locomotive économique de l'Europe, l'Allemagne s'efforce de trouver des solutions pour maintenir sa position de leader au sein des 27. Allez, un mot d'histoire avant de passer au sport. Le Chili commémorant ce 11 septembre 2023, sous diverses formes, le 50e anniversaire du coup d'État militaire qui a chassé du pouvoir le président socialiste Feu Salvador Allende et a marqué le début de l'ère de la dictature d'Augusto Pinochet. Nous ne pouvons cesser de nous souvenir de toute la douleur provoquée par la perturbation de la démocratie et les violentes violations des droits de l'homme. Dans un sens, cela suscite des sentiments mitigés. D'un côté, une date comme aujourd'hui, le 4 septembre, nous rappelle les 1000 jours du gouvernement d'Allende, qui, malgré leur dureté, ont été très lumineux. D'un autre côté, cela nous rappelle aussi la douleur qu'a apporté le manteau sombre de 17 ans de dictature militaire et civile. C'est la fin de ce 19h. Rendez-vous dans un instant pour l'échiquier international.